What's up les catchalités, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du World du 5 octobre 2020, le dernier World avant le draft qui aura lieu ce samedi à SmackDown. Mais avant de démarrer cette vidéo, je tiens à adresser mes sincères condoléances à la famille de Roman Reigns, des Usos ou encore de The Rock, car malheureusement nous avons appris hier le décès de papa de Rikishi, Hall of Famer de la WWE et qu'on connaît également sous, bien sûr, étant le papa des Usos. Donc, on a appris le décès du grand-père de Roman Reigns, de Rock et des Usos. Donc, encore une fois, j'adresse mes sincères condoléances à la famille. Mais sur ce, que le show commence. Donc le show démarre donc avec Randy Orton qui se trouve donc dans la loge des légendes. Donc grosso modo, il est dans la loge où s'est trouvé Ric Flair, Big Show, Christian ou encore Shawn Michaels la semaine dernière quand ils étaient en train de faire leur partie de poker et que Randy Orton est arrivé pour tout simplement leur péter la gueule. Et donc là, Randy Orton est dans cette pièce et il nous dit que voilà, grosso modo, à Clash of Champions, il n'était pas reparti avec le titre de la WWE, mais il est reparti en ambulance. Et donc, grosso modo, il se souvient pas de son trajet en ambulance, mais il y a une chose qu'il se souvient, ce sont tous ceux qui sont intervenus pour aider Drew McIntyre à se débarrasser de la vipère pour remporter le titre de la WWE. Et donc, au final, Randy Orton nous explique que voilà, cette rivalité est très loin d'être terminée, car c'est lui-même qui n'en a pas encore décidé. Donc, il challenge Drew McIntyre pour un troisième et dernier match. Mais cette fois-ci, ce sera à Hell in a Cell et ni plus ni moins que dans la cellule de l'enfer. Et donc, au final, Randy Orton challenge Drew McIntyre à pouvoir survivre dans l'enfer en cage. Et franchement, déjà rien que Randy Orton nous annonce ça, je me dis, ça va être génial. Et connaissant Drew McIntyre, il peut potentiellement accepter parce qu'il a jamais refusé un challenge, Drew McIntyre. Et donc là, on passe à un match à 6 féminin. D'un côté, notre championne de Raw, Asuka, avec les nouvelles venues du côté de Raw, j'ai nommé Mandy Rose et Dana Brooke. Passe donc à l'ancienne challengeuse d'Asuka, Zelina Vega, et l'équipe avec qui Dana Brooke et Mandy Rose sont en train de se taper dessus depuis la semaine dernière. J'ai nommé Lana et Natalya. Et à noter que le match, mis à part Asuka, les autres, j'en avais rien à cirer tout simplement. Victoire de Asuka, Mandy Rose et de Dana Brooke. Donc Dana Brooke et Mandy Rose signent leur deuxième victoire en 2 semaines du côté de Raw. Et on voit qu'après le match, on a les championnes par équipe Shayna Baszler et Nia Jax qui viennent s'en prendre à Lana et Natalya. Parce que grosso modo, la semaine dernière, Natalya et Lana ont un peu clashé nos championnes en disant voilà, c'est pas normal qu'elles soient championnes, alors qu'à Clash of Champions, ils étaient censés combattre face au Riot Squad et qu'au final on n'a pas eu le match. Donc on voit qu'elle veut grosso modo se venger et on voit malheureusement Lana a pris un abonnement pour les passages à travers une table parce qu'elle se prend un nouveau Samoan Drop de Nia Jax sur la table, donc ça fait 3 fois que Lana passe à travers une table. Mais on voit clairement zéro respect pour Lana, elle se fait démonter. Donc après je sais pas si la WWE prévoit grosso modo de nous faire un match entre nos championnes contre Lana et Natalya, parce que je pense que ça va se diriger vers là, parce que tout simplement elles sont en rivalité. Mais malheureusement je trouve du fait qu'il y a cette rivalité qui est en cours, on a zéro respect pour le Riot Squad. Et donc là on passe à un autre segment, c'est le segment où beaucoup de gens ont un petit peu de mal, mais moi franchement je trouve ça sympa. C'est Seth Rollins et Murphy. Donc là on a Murphy qui prend le micro, qui tout simplement demande à Seth Rollins de s'excuser. Et on se demande pourquoi s'excuser. C'est qu'en fait, la semaine dernière, Seth Rollins a grosso modo shippé le téléphone portable de Murphy et il a dévoilé une conversation entre Murphy et Aliyah, la fille de Rey Mysterio, parce que j'ai du mal à prononcer son nom, je vais manger, c'est Aliyah.
Ouais, voilà, à l'IA. Et donc au final, bah, Murphy n'a pas trop apprécié que Seth Rollins vienne comme ça fouiller dans l'espace personnel de son disciple. Donc au final, Murphy veut les excuses de Seth Rollins, mais on voit clairement que Seth Rollins il s'en bat les couilles tout simplement. Il lui explique, il dit attends, to be notre relation, je suis le Messie, t'es le disciple. Donc moi je fais ce que je veux, toi t'as rien à dire, j'ai pas d'excuses à te donner, pardon. Et il dit tout simplement que voilà, souviens-toi, t'étais au bout du rouleau, c'est moi qui suis venu, donc n'oublie pas et tout. Et on voit qu'après, Seth Rollins et Murphy se font attaquer par Dominic Mysterio et Humberto Carrillo. Ce qui entraîne donc le deuxième match de la soirée, Humberto Carrillo et Dominic Mysterio face à Seth Rollins et Murphy. Et là on voit que durant le match, on a Seth Rollins qui dit à Murphy j'ai pas d'excuses à te présenter, je te dois rien du tout. Donc on voit quand même il y a un début de tension entre Murphy et Seth Rollins, mais ça n'empêche pas Seth Rollins et Murphy de remporter le match. Mais on voit qu'après le match, Seth Rollins a voulu féliciter avec Murphy, mais Murphy il s'en fout, il est parti et Seth Rollins donc a remonté à rampe tout seul et Seth Rollins a apporté donc un moment de réflexion à Murphy. En effet, Murphy a 1 heure pour réfléchir pour que lui il doit présenter ses excuses à Seth Rollins. Qu'à votre avis, est-ce que Murphy va présenter ses excuses ou il va tout simplement péter la gueule à Seth Rollins? On verra ça plus tard. Et donc là, comme ça a été annoncé depuis la semaine dernière, on a un épisode du Kevin Owens Show. Et là, Kevin Owens nous présente son show comme étant un show totalement différent parce qu'on voit que dès le début, il balance ses chaises, il balance son tableau, voilà, pour en cas où si jamais The Fiend venait intervenir pour que Kevin Owens puisse tout simplement se défendre. Et là, Kevin Owens nous raconte grosso modo son expérience due à SmackDown. Parce qu'en effet, Kevin Owens a été attaqué par The Fiend durant son Kevin Owens Show avec Alexa Bliss et il a subi le Medical Claw. Et donc au final, Kevin Owens nous raconte cette expérience. Il dit voilà, je ressens donc l'expérience des autres qui ont subi l'effet The Fiend, comme je l'appelle, c'est-à-dire avoir sa personnalité qui va commencer à changer et a peur qui nous envahit. Mais au final, Kevin Owens n'a pas peur et il invite Bray Wyatt à venir dans le ring. Et donc au final, Bray Wyatt n'est pas venu. On a eu sur l'écran géant l'épisode du Firefly Funhouse où on voit quand même que Bray Wyatt a quand même un petit peu parlé en français en disant bonjour mes amis ou bonjour les amis. Et il essaie grosso modo d'envoyer un message à Kevin Owens en disant voilà, ne cherche pas la bagarre parce que moi j'aime pas les gens qui veulent chercher la bagarre ou même The Fiend, et il lui envoie tout simplement un avertissement sur prétexte que c'est son ami. Et donc au final, Kevin Owens il en a totalement rien à cirer. Il a dit si tu viens pas vers moi, c'est moi qui vais venir vers toi. Donc au final, il s'apprête à monter la rampe pour se rendre dans la Firefly Funhouse, mais Kevin Owens se fait attaquer par Aleister Black. Aleister Black qui attaque dans le dos et qui accueille avec un magnifique Black Mass qui a totalement dévissé la tête de Kevin Owens. Et donc au final, c'est à se demander qu'est-ce qu'on va avoir durant le draft, parce qu'il faut pas oublier que le draft c'est à partir de samedi. Donc est-ce qu'on va avoir Kevin Owens et Bray Wyatt dans le même roster, ce qui va entraîner une rivalité entre Kevin Owens et The Fiend? Je suis assez curieux de voir ça et de voir comment la WWE peuvent emmener ça. Pourquoi pas que Kevin Owens soit victime de l'effet The Fiend et qu'il puisse revenir en heel comme on a eu lors de ses débuts dans le roster principal en 2015 où le mec voilà en heel il était génial. Bien je dis voilà en babyface ça fait pas très bien aussi, mais personnellement je kiffe mieux en heel. Et donc là on passe au troisième match de la soirée, Braun Strowman face à Kissy. Donc là je vais vous faire une petite parenthèse car pourquoi on a eu ce match? C'est qu'en fait, tout simplement, Braun Strowman est à Raw principalement pour Raw Underground. Mais comme ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu de Raw Underground, donc Braun Strowman est furieux. Il dit voilà, il n'y a pas de Raw Underground, mais moi je veux pas être venu pour rien, donne-moi un match, ou sinon je vais tout casser. Et donc Adam Pearce, officiel de la WWE, lui explique tout simplement qu'il n'est pas un catcheur de Raw. Donc ça y est, on a enfin la confirmation. Braun Strowman est toujours à SmackDown, mais il catch du côté de Raw Underground, donc ça peut peut-être supposer que Raw Underground invite tous les catcheurs des différents rosters à venir se battre. Enfin bref, donc au final, Adam Pearce propose un match d'exhibition pour Braun Strowman, donc un match non officiel,
Et donc Braun Strowman accepte le challenge. Et donc au final, on a Kissy qui arrive et qui lui accepte le challenge par rapport à ça, qui est prêt à affronter Braun Strowman. Et donc là, on a un shot des titans tout simplement parce que voilà, Kissy et Strowman, ils sont du même gabarit. Et le match est terminé par un double décompte à l'extérieur. Et ça a totalement dégénéré à l'extérieur, où on a un passage à travers donc les barrières d'insécurité et sinon bah une énorme bagarre au niveau des rampes, mais à quel point que les officiels ne pouvaient rien faire. Bah après tout, tu regardes le gabarit des officiels, tu regardes le gabarit de Kissy et de Braun Strowman, ils sont écrasés tout simplement. Ils prennent le train dans la gueule. Et donc au final, bah à un moment donné, on a Braun Strowman qui se prend un vol plané qui finit donc au niveau donc de la luminosité. Et donc au final, bah c'est Kissy grosso modo qui remporte le match, voilà, d'une certaine manière, bien que double décompte à l'extérieur, c'est Kissy qui en est ressorti fort. Mais par contre, Braun Strowman, il sert plus à rien. Là. Ah bah là, il est retourné en milieu de carte, mais vraiment première. Donc ça prouve d'un côté que son règne de champion universel, c'est un règne de transition. Donc là, je vais faire une petite parenthèse, une petite pause 24/7 avec notre champion R-Truth qui était en train de faire avec son ami imaginaire, le petit Jimmy, son draft personnalisé. Et là, on voit que juste derrière, on a un agent d'entretien, donc on se demande qui c'est. Il voit un arbitre et l'agent d'entretien fait le tomber sur R-Truth. Donc on a un nouveau champion 24/7 et cette personne n'est nulle autre que Drew Gulak. Drew Gulak, quoi. En agent d'entretien, quoi. Et ça me fait chier, tout simplement. Et un peu plus tard, dans les backstage, toujours, on a Drew Gulak qui essaie tout simplement donc d'échapper à R-Truth. Mais on voit qu'on a Akira Tozawa qui traîne pas très très loin. Et donc, le combat se poursuit dans une benne à ordures. Et donc, on sait pas ce qui se passe. L'arbitre fait compte de 3. Il y a un nouveau champion. Et c'est R-Truth qui ressort avec le titre 24/7. Donc R-Truth récupère son titre et devient pour la 42e fois le champion 24/7. Bah franchement, je déteste ce titre. Déjà, je n'aimais pas dès le départ, mais maintenant je l'aime encore moins parce que voilà, c'est toujours R-Truth, R-Truth, R-Truth. Il y a eu des moments où ça tournait sur d'autres catcheurs, mais c'est revenu à R-Truth. C'est pas, on a eu voilà R-Truth Dave Maverick, on a R-Truth Akira Tozawa. R-Truth Drew Gulak, Akira Tozawa. Faut arrêter, franchement, supprimer ce titre. Il sert à rien. En plus, il est Kawa. On n'a même pas SmackDown, on n'a même pas NXT. Alors que quand on nous l'a annoncé, c'est tout le monde. Tout le monde peut l'avoir. Ouais, bah, on a des catcheurs de Raw. Peut-être Drew Gulak qui est de SmackDown. Mais on ne sait pas du tout s'il est passé à Raw comme ça, d'un claquement de doigts. Mais pour moi, je trouve que c'est un énorme gâchis pour Drew Gulak, quoi. Pour moi, Drew Gulak, il mérite mieux que ça. Pourquoi pas, comme j'ai dit, un match pour le titre intercontinental contre Sami Zayn, quoi, qui soit remis en avant. Pas le foot comme ça pour un titre 24/7, ça ne sert à rien. Pour moi, t'es dans le match titre 24/7, c'est tu sers à rien à la WWE. C'est qu'à WWE, voilà, ils savent pas quoi faire de toi. Alors, on le met pour le titre 24/7. Et donc là, on repart ringside avec Earth Business, MVP, Shelton Benjamin et Bobby Lashley. Et à noter que Cedric Alexander, il est toujours pas là. Et donc là, MVP donc a une annonce officielle à nous dire, c'est que voilà, la semaine dernière, Ricochet, Apollo Crews et Mustafa Ali ont remporté un combat, mais ils n'ont pas remporté la guerre, et ils sortent vraiment des excuses en disant voilà, c'est la faute de Rétribution, alors que bah au final, bah il y avait juste l'écran qui affichait Rétribution, aucun membre de Rétribution était présent, et donc au final on a le clan donc de Apollo Crews qui arrive, et qui disent que voilà, bah depuis quand maintenant afficher un nom sur un écran est une excuse, que MVP est toujours en mode excuse. Et donc on est parti sur le 4e match, donc un match tag team cette fois-ci. Donc on a d'un côté Earth Business, donc c'est Bobby Lashley, le champion des États-Unis, et Shelton Benjamin, et de l'autre côté Apollo Crews et Ricochet. Et je tiens à rappeler qu'en coulisses, on a MVP qui a tenté, voilà, de recruter un nouveau membre du côté du Earth Business. Car en effet, il a expliqué que bien qu'il y aura le draft, une fois que tu as touché l'or et le noir du Earth Business, peu importe dans quel roster tu es. Et donc, suite à cela, MVP a proposé un poste pour rien des trois, et c'est à eux de réfléchir. Mais on voit que Mustafa Ali et Apollo Crews ont directement donné leur avis,
Mais on voit que Ricochet, au moment où Apollo Crews et Mustafa Ali sont partis, il a commencé à hésiter. Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas un petit hit-turn encore et cette fois-ci, ce sera du côté de Ricochet? Pourquoi pas? Donc au final, on va sur le match. Voilà. Match où voilà, c'est du copier-coller comme on voit. Victoire voilà de Bobby Lashley sur Apollo Crews qui porte son Foot Nation sur ce dernier. Et au final, j'ai rien d'autre à dire, j'en ai marre de cette rivalité quoi. Et on voit qu'après en quiz t'as Mustafa Ali qui lance un avertissement donc à MVP en disant que voilà plus tard dans la soirée Mustafa Ali et MVP régleront ça en 1 contre 1. Enfin, moi personnellement j'en ai marre. J'en ai marre de voir Apollo Crews Ricochet en rivalité avec Earth Business. Mettez quelqu'un d'autre face au Earth Business, putain, vous avez des possibilités de faire pour le Earth Business des équipes qui servent à que dalle quoi. Vous pouvez. Alors arrêtez de nous mettre toujours les mêmes personnes. Et donc là, on repasse dans le ring avec Seth Rollins qui arrive 5 minutes avant la fin donc du temps que ce dernier a accordé à Murphy pour s'excuser auprès du Messiah. Et donc au final, on a Murphy qui arrive et au final, Seth Rollins veut qu'une chose, c'est les excuses de Murphy. Mais Murphy, il est muet, il dit rien du tout, et on voit que ça énerve énormément Seth Rollins, allant même jusqu'à tenir la barbe de Murphy à réclamer ses excuses. Et au final, Murphy pète un boulon, et il attaque Seth Rollins. Et il attaque, mais vraiment violemment, il le met par terre, ça finit à l'extérieur, des coups de kendo sticks, à quel point, voilà, Murphy, c'est limite, il est en train de péter un énorme boulon, voilà, et moi de frustration de Murphy relâché sur Rollins. Et on voit que durant voilà tout le passage à tabac, Murphy lui explique voilà attends, je suis ton premier Messi, j'ai fait plus ce que j'étais censé faire pour toi, pour le bien de tous, et regarde comment tu me remercies. Et là on voit qu'à un moment donné, on a donc Seth Rollins qui s'apprête à faire ses excuses, mais Murphy lui dit non, c'est pas à moi tu dois faire des excuses, c'est à Aliyah. Et là donc au final on a Seth Rollins qui s'apprête à faire ses excuses, voilà, dans le but de déstabiliser Murphy, donc il le fait. Et on voit que, juste après, Rollins attrape Murphy et voilà, lui fait le coup d'écrasement des yeux, voilà, pour prendre l'avantage. Et c'est Murphy qui se fait prendre un tabac de la part de Seth Rollins. Et donc au final, ça se termine avec Seth Rollins qui ressort, voilà, fort, et que Murphy, voilà, il est en croix en plein milieu du ring. Et on voit que Aliyah est présente, voilà, pour soutenir Murphy. Mais on voit que, peu de temps après, on a toute sa famille Mysterio, donc on a Dominique, on a Rey Mysterio et sa maman qui sont arrivés pour éloigner Aliyah et tout simplement, voilà, ils s'en foutent de Murphy. Mais on voit que au moment de monter la rampe, on voit qu'Aliyah hésite à se retourner et à même aider Murphy carrément. Mais on voit que Dominique et Rey Mysterio lui font en gros du bourrage de crâne en lui disant voilà, mais n'oublie pas ce qu'il nous a fait depuis le début, le mal de ce qu'il a fait à notre famille. Mais on voit qu'Aliyah, elle met pas Murphy dans le même sabot que Seth Rollins. Elle leur explique, disant que voilà, Murphy, il a juste suivi les ordres de Rollins. Il y est pour rien, quoi. Et donc, pour les autres, Rollins ou Murphy, c'est pareil. S'ils voulaient pas suivre les ordres de Rollins, il y avait juste à lui casser la gueule, quoi, tout simplement. Et donc, moi, je suis très très curieux de voir ça. Parce que on a, grosso modo, assisté à un face turn de Murphy. C'est un face turn pour moi. Donc je suis assez curieux de voir ça. Comment Murphy va se relever suite à cette attaque. Est-ce qu'il va se retourner contre Rollins? Est-ce qu'il va essayer de se rapprocher petit à petit de la famille Mysterio en s'excusant, etc. en essayant à se justifier? Je suis très très curieux de voir ça. Et franchement, ça met un petit peu de sang neuf dans la rivalité. Parce que c'est vrai, j'ai senti cette rivalité dégringoler un petit peu quand ils nous ont sorti le remake des tests ADN comme ils nous ont fait il y a quelques années avec regretté Eddie Guerrero, sauf que cette fois-ci c'est pas Dominique qui est au centre de tout ça, c'est Aliyah. Donc et là le mettre en relation avec Murphy, car en plus Seth Rollins avait expliqué avant que il a été gentil, il a montré qu'un bout de la conversation, il n'a pas montré toute la conversation entre Aliyah et Murphy. Donc je suis assez curieux de voir la suite des événements dans cette rivalité, avec ce que j'appellerais une nouvelle cure de jeunesse dans cette rivalité. Et donc là, on passe donc à un match de championnat, le match qu'on aurait dû avoir à Clash of Champions mais qui a été annulé, le match par équipe féminin, d'un côté nos championnes Shayna Baszler et Nia Jax, et d'un côté Ruby Riott et Liv Morgan. Je cache pas, le match
bah, c'est un match tout à fait correct. Je m'attendais à des petits pics de la part de Shayna Baszler et de Nia Jax, parce que c'est ce qu'elles font souvent, et elles s'envoient des pics en disant, voilà, qui est la meilleure de toutes, des deux. Bah, au final, on n'a pas eu. On n'a pas eu ça, on a eu, voilà, un match par équipe tout à fait banal, et un match, voilà, qui était couru d'avance, donc victoire de Shayna Baszler et de Nia Jax, et c'est Shayna Baszler qui fait donc la soumission finale, donc Kurifuna Clutch sur Ruby Riott, donc est championne, reste championne, et c'est à se demander qu'est-ce qu'on va avoir par la suite. Est-ce qu'on va avoir donc, comme j'ai dit, une rivalité entre nos championnes et Natalya et Anna, ou tout simplement la nouvelle équipe qui vient de débarquer, Mandy Rose et Dana Brooke. Bon, pour moi personnellement, que ce soit une des deux équipes, ça va rien changer. On aura toujours Shayna Baszler, on aura toujours Nia Jax championne par équipe, parce que pour moi le seul moyen pour qu'elle soit plus championne par équipe, c'est qu'elle pète un cap toutes les deux et qu'on ait une dissension dans c'est le seul raisonnement possible. Et donc là on passe à l'avant-dernier match de la soirée, Mustafa Ali face à MVP, et bien sûr MVP accompagné des autres membres du Hurt Business, alors que Mustafa Ali est tout seul. Et on voit que durant le match on a les lumières qui s'éteignent, on a Rétribution qui arrive, et là donc on a vraiment Rétribution qui est en train d'entourer donc tout ring, avec Mustafa Ali et Hurt Business qui sont dans le ring. Donc eux, ils se mettent dos à dos, et tu vois qu'à un moment donné, Mustafa Ali part à l'extérieur, donc on suppose que Mustafa Ali va confronter les membres de Rétribution. Donc tu vois que MVP est en train de se foutre de la gueule de Mustafa Ali, parce que quand on voit le charisme de Mustafa Ali avec un des membres de Rétribution, Mustafa Ali, il se fait écraser. Et là, tu vois Mustafa Ali qui se retourne avec un sourire mais vraiment narquois, mais MVP, il est pas bien. Lui, MVP, là, son sourire, il a envahi, et tu apprends que Mustafa Ali est le chef de Rétribution. What? Oui, Mustafa Ali, chef de Rétribution, et donc Rétribution qui font passer un tabac au Hurt Business, et au final, Mustafa Ali qui célèbre avec ses soldats de Rétribution. Franchement, quand j'ai vu l'information ce matin, j'étais sur le cul. Parce que on avait vu par rapport à Rétribution, on supposait à une époque, voilà, quand Roman Reigns est revenu, il a fait son return, on pensait que c'était 8 chefs de Rétribution. Mais moi, je pensais en aucun cas à Mustafa Ali, chef de Rétribution. Et là, on voit que WWE, ils ont zéro respect pour Rétribution, ils ont zéro respect pour Mustafa Ali. Parce que faut pas oublier que Mustafa Ali, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, le coup du hacker, c'était Mustafa Ali, donc faut arrêter quoi. Et ils nous pondent un truc comme ça, Mustafa Ali, chef de Rétribution, c'est pas crédible. C'est pas crédible, parce que tu regardes le gabarit des autres gars de Rétribution par rapport à Mustafa Ali, désolé, Mustafa Ali, à tout moment, il se fait rouler dessus, par n'importe quel gars de Rétribution. Donc là, je vais les appeler par un nom NXT, parce que j'ai pas noté le nom de Rétribution, mais que ce soit Dominik Dijakovic ou que ce soit Shin Storm, Mustafa Ali il tient pas 5 minutes. Donc pour moi c'est pas crédible, et pour moi ça démonte encore plus l'image de Rétribution avec un chef c'est un cruiserweight quoi. C'est même pas un chef qui inspire, qui a puissance. Donc franchement je suis mitigé quoi. Du fait d'un côté qu'il y a zéro respect, que ce soit pour Rétribution ou encore pour Mustafa Ali, et d'un côté je suis curieux de voir comment la WWE va nous sortir le mécanisme de Mustafa Ali, chef de Rétribution. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Mustafa Ali, chef de Rétribution, et est-ce que vous y avez pensé? Parce que moi personnellement, je n'y ai pas du tout pensé. Pas du tout. Pas une seule seconde. Et donc on passe au main event de la soirée, le match à 6. D'un côté, les champions, Drew McIntyre, champion de la WWE, et Street Profits, champion par équipe de Raw, face à Randy Orton et Dolph Ziggler, et Beberwood, le retour du Beberwood depuis la semaine dernière. Et à noter que je n'y ai pas précisé, mais en milieu de show, on a eu Drew McIntyre qui s'est fait interviewer par rapport au défi que Randy Orton a lancé, et c'est officiel, Drew McIntyre a accepté le challenge de Randy Orton. Donc on aura le match Hell in a Cell entre Randy Orton
et Drew McIntyre, bien sûr, dans la cage de l'enfer. Et franchement, je suis assez curieux de voir ça. Donc, on a déjà 2 matchs annoncés et 2 matchs Hell in a Cell. D'un côté, Roman Reigns contre Jey Uso et on a Drew McIntyre face à Randy Orton. Donc, on peut dire que WWE nous gâte déjà. Donc, main event que j'ai assez bien aimé. Après, moi, personnellement, je cache pas, celui que j'ai surkiffé durant tout le match, c'est Montez Ford. Ça, c'est clair et net. Et on voit vraiment que, que ce soit des deux camps, on voit plus que c'est centré sur Randy Orton et Drew McIntyre. Les deux veulent prendre l'ascendant psychologique sur l'autre. Et au final, c'est Randy Orton qui prend le premier ascendant sur Drew McIntyre. Car c'est lui qui fait remporter le match à son équipe en portant un RKO, ni plus ni moins que sur le champion. Donc Drew McIntyre s'est fait river les épaules par Randy Orton. Et dites-moi, est-ce que c'est un spoiler pour Hell in a Cell? Est-ce qu'il va se passer la même chose? Et d'un autre côté, pourquoi pas un match entre les Street Profits et l'équipe de Dolph Ziggler et de Robert Wood. Parce que comme j'ai dit la semaine dernière, le fait d'avoir le retour de Robert Wood, c'est le retour d'une équipe. Et au final, je cache pas, la division par équipe, c'est de la merde. Et donc le fait de faire revenir une autre équipe, pourquoi pas, peut sauver un petit peu les meubles du côté de la division par équipe. Donc dites-moi, est-ce que vous voulez voir Street Profits contre Dolph Ziggler et Robert Wood pour Hell in a Cell? Moi personnellement, WWE, vous me présentez cette carte là, moi j'achète tout de suite. Et donc voilà, cette vidéo est officiellement terminée. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi. Lâche le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne, j'ai un peu de mal avec le poignet. Et surtout, active la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui vont arriver. Il y en a certaines en projet qui vont bientôt arriver. Et en attendant, soyez tous très fiers d'être fan de catch. Et la suite, donc, au prochain épisode. C'était Jimbo. Je vous fais des bisous et à la prochaine.